Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vais parler du mythe de l'évolution, hein, le mythe fondateur de la civilisation occidentale moderne. Euh, alors déjà, vous pouvez me demander pourquoi il parle de mythe, parce que c'est un fait scientifique, hein, enfin, c'est censé l'être en tout cas. Il se veut tel quel. Ben parce que ça reste une théorie, hein, ça reste une théorie parce que bon, mesurer les choses sur des millions d'années, c'est un peu ridicule quand même. Donc, euh, donc non seulement il est réfutable, mais il est réfuté, hein, par beaucoup de scientifiques. Alors c'est jamais très officiel, hein, parce que forcément c'est une pierre de fondation de, de toute la machine idéologique moderne, de toutes ses infrastructures et de sa construction et des comportements humains qui en découlent. Donc euh, nécessairement on peut pas la remettre en question comme ça, en fait, hein. C'est compliqué, bien que ce soit souvent très inconscient. Donc bon, alors dire que c'est une théorie, vous allez me dire c'est pas suffisant pour dire que c'est un mythe, hein. Mais c'est alors déjà la raison pour laquelle je qualifie cette théorie de mythe, c'est parce qu'elle est donc en premier lieu invérifiable à 100% scientifiquement, mais que d'autre part, la part la plus intéressante, c'est que c'est un mythe au sens propre du terme, c'est-à-dire que c'est une vision du monde, hein, de laquelle va découler de nombreuses idées, tout un arbre en fait, et que cette vision de départ va être à l'origine et va être la fondation, comme je le disais, des idées, des structures et des comportements humains dans la civilisation moderne occidentale, qui n'est d'ailleurs plus seulement occidentale mais presque mondiale aujourd'hui. Okay. Donc tout ce qui va émerger aujourd'hui, si c'est pas en cohérence avec la théorie de l'évolution, bah, ça va être systématiquement éliminé, hein, en tout cas officiellement. C'est en quelque sorte le filtre primordial, originel et absolu utilisé par l'homme moderne, hein, souvent à son insu. Donc à chaque civilisation ses mythes, et celui de la civilisation moderne, son mythe fondateur, c'est celui de l'évolution et du progrès. On va voir en quoi ils sont liés, hein, il y a une continuité tout simplement entre les deux. Donc, on va voir différents aspects de ce mythe, hein, et je vais essayer de faire des vidéos plus courtes, et, et ce thème-là, je pense qu'il va prendre plusieurs vidéos. Je ferai plusieurs parties. Donc, comme le veut l'adage, hein, intemporel, on reconnaît un arbre à ses fruits, hein, on va se servir de ça. Donc, je vais analyser les fruits de ce mythe, d'accord, pour ensuite en connaître la structure du fruit, celle de l'arbre, hein, et puis ses racines, hein, donc l'origine de cette théorie. Alors évidemment, je précise quand même que même s'il y a plusieurs parties et que je vais dire beaucoup de choses, ça ne sera jamais exhaustif, ça ne peut pas l'être. Et puis, il n'y a pas d'intérêt en fait à ça. Donc tout d'abord, je vais faire un rapide descriptif de la théorie de l'évolution, hein. Ouais. Donc on va passer la théorie du Big Bang et la formation supposée de la Terre, d'accord, scientifiquement parlant. J'ai regardé rapidement, enfin bon, c'est quelque chose qu'on connaît tous plus ou moins. Et je tenais quand même à aller vérifier un peu plus scientifiquement, mais bon, c'est pas très intéressant finalement. Du coup, pour résumer en termes simples, l'univers, puis ensuite la Terre, se serait formé pour des raisons hypothétiques, de simple hasard, hein. Ils sont en quelque sorte sortis du néant, ils se sont formés eux-mêmes à partir de matériaux préexistants. Donc bon bah déjà il y a des matériaux, donc en fait il y a quelque chose qui est premier, mais bon, ils n'encombrent pas leur réflexion jusque-là.
Et donc le hasard a donné tout ça et tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Tout simplement. Un concours de circonstances bien heureux. Hein. C'est magnifique. Alors déjà, on voit là quelque chose d'intéressant philosophiquement parlant, c'est que dire que quelque chose se forme à partir de rien, euh, c'est un non-sens, ok? Ça n'a pas de sens en fait. Déjà, quand il n'y a rien, ben, on ne peut même pas en parler parce que il n'y a rien de quoi parler. Donc, déjà, rationnellement parlant, ça ne tient pas la route. C'est intellectuellement tout ce que vous voulez en fait. On ne peut parler du rien. Et je différencie le rien d'une sorte de vide entendu dans un sens ésotérique et métaphysique. Okay. Donc ensuite, deuxième problème, c'est qu'on admet que la Terre s'est formée à partir d'énergie et de matière préexistantes, mais sans rien en fait qui ordonne ces choses entre elles. Hein, ça se fait tout seul en fait. Voilà. Ça se fait tout seul, littéralement. C'est-à-dire que, par exemple, c'est comme si vous disiez qu'un bébé, en fait, hein, il naît dans ce monde, il n'a besoin de personne, hein, et il va de lui-même, s'il est en manque de nourriture, aller en chercher dans la nature. Vous voyez, on en est à ce degré d'absurde, en fait. Alors déjà, un truc important, c'est que je vais souvent faire un parallèle entre donc cette théorie de l'évolution et toute cette vision du monde qui en découle et une vision du monde plus traditionnelle, cosmologique, hein, donc c'est-à-dire toute la façon dont on perçoit le cosmos, la création, la manifestation de la matière et de l'être humain, etc., d'un point de vue traditionnel. Traditionnel, c'est-à-dire des enseignements de toutes les civilisations qui nous ont précédés, quelles qu'elles soient, hein, d'ailleurs, les quatre coins du monde. Vous allez voir qu'elles se rejoignent souvent sur beaucoup de points. Donc d'un côté, je vais mettre toujours en parallèle ça, donc d'un côté, la théorie moderne, hein, qui est une anomalie en fait dans l'histoire du monde, théorie moderne de l'évolution, et de l'autre, la cosmologie traditionnelle que je ne vais pas développer outre mesure ici. Je reprendrai juste l'essentiel, mais je ferai des vidéos spécifiques sur la tradition en général. Voilà. Donc, déjà ici, hein, on voit que cette théorie est déjà opposée aux théories religieuses, etc. Donc, je parle pas seulement de la Genèse biblique, hein, mais aussi des autres cosmologies traditionnelles qui toutes s'accordent à dire que la Terre fut créée ou alors manifestée d'un point de vue plus métaphysique. Manifestée depuis non pas un néant, mais depuis quelque chose de préexistant. Hein, une sorte d'infinie potentialité. D'accord ? Certains l'appellent Dieu, ok, dans différentes langues, etc. Donc je ne vais pas développer ça ici, je l'ai dit. Enfin, sur ce point, hein, par rapport à cette genèse de la théorie de l'évolution, c'est que quelque chose qui vient du néant, par hasard, ben, il n'a pas de but, il n'a donc pas de sens, c'est quelque chose d'absurde en fait. D'accord ? Donc cette idée-là, elle reviendra très souvent et elle est primordiale en fait. Parce que si notre origine est absurde, notre vie l'est aussi. On peut ainsi faire ce que bon nous semble, puisque rien n'a de sens, rien n'a donc de valeur, encore moins de morale et j'en passe. Okay, en plus, prenez note que cette genèse de l'évolution là, elle prend un rebours, hein, c'est-à-dire à l'inverse
des théories traditionnelles de la création ou de la manifestation du monde, donc ça je l'ai dit, mais elle prend aussi l'opposé du point de vue du sens, hein, parce que pour les traditions, l'univers, la création de la Terre, puis celle de l'homme, ont un sens, hein, ont un but, alors qu'ici on le voit, il n'y en a aucun. D'accord ? Donc ça c'est la première différence fondamentale, hein, dès la genèse de cette théorie de l'évolution. Donc, bon, je sais même pas si je peux pas considérer ça comme un passage humoristique, hein. Les dinosaures, voilà, ça c'est le deuxième grand truc de la théorie de l'évolution. Moi ça me fait vraiment rire parce que dinosaures je trouve ça tellement je trouve ça tellement absurde, mais c'est pourquoi pas. Euh, on, on va disséquer ça tranquillement. Donc ouais, c'est un des aspects les plus énigmatiques de l'histoire évolutionniste. Euh, alors l'idée générale c'est quoi? C'est de dire qu'avant la Terre telle qu'on la connaît, et avant les animaux, en tout cas les mammifères, etc., tels qu'on les connaît aujourd'hui, et aussi l'être humain, il y avait des reptiles géants qui peuplaient toute la Terre. Okay, des reptiles voraces et féroces. Alors déjà, je pense que j'en reparlerai aussi plus loin, mais un truc important à noter, c'est que je pense que vous connaissez tous le symbolisme du reptile, hein, du serpent souvent, on utilise souvent le serpent pour représenter ça. Sauf que là en plus il y a une dimension non plus seulement furtive et sournoise, mais une dimension profondément bestiale, carnivore, hein, et je dirais même cannibale d'une certaine façon. Peut-être que je dirais pourquoi je pense ça. Et donc ces reptiles se seraient éteints dû à un cataclysme, hein. Alors, d'un point de vue symbolique, c'est très intéressant, c'est-à-dire que finalement, ce qu'il y avait avant l'homme, ce sont des créatures absolument abominables, en fait. Donc, quelque part, qu'est-ce que ça veut dire? On en rejoint encore ce truc d'absurde, et ce côté où finalement, je veux dire, quel sens on pourrait bien donner aux dinosaures, quoi, en fait? Quel sens avait leur vie, quoi? En fait, c'était quand même très particulier, je veux dire. En mettant de côté même, hein, l'aspect scientifique, parce que comment tu peux imaginer qu'un truc se serait passé il y a des milliers d'années, euh, que ça aurait disparu à la suite d'un cataclysme gigantesque, hein, parce qu'en plus comme on nous les a décrits les machins, euh, c'est pas un petit tsunami qui va te les buter, hein. Euh, donc, euh, donc en fait, donc oui, on nous dit qu'il y a des eaux, etc., hein. Euh, J'y crois absolument pas, et je pense que tout ça c'est un mythe construit à l'époque moderne. Je suis pas le seul à le dire, hein. Je me base aussi sur des gens qui en parlent, et que toutes ces histoires de même de datation, etc., hein, ou, ou- ou d'ossements retrouvés, etc., tout ça c'est du bullshit en fait, hein, concrètement. Voilà, après, moi je suis pas allé creuser plus là-dedans, parce que le, le côté philosophique et symbolique m'a déjà convaincu que ce n'était pas possible. Donc en fait, le reste ne vient que confirmer, hein, l'aspect scientifique ne vient que confirmer ça, euh, mais du coup je n'ai aucune preuve, et ça reste une croyance, hein, une compréhension de ma propre vision du monde, hein. Voilà. Un petit parallèle intéressant, c'est que la, le, dans l'histoire coranique, hein, donc dans l'histoire du Coran, il est raconté que avant l'apparition de l'être humain sur Terre, euh, la Terre était peuplée, on va dire les vicaires, hein, de la Terre avant l'être humain. Le vicaire, c'est-à-dire un peu le représentant, le responsable, je ne sais pas comment on pourrait le dire, le, oui, l'être, on va dire, central, hein. Aujourd'hui c'est l'être humain,
Et à une époque, c'était les djinns. D'accord? Donc ça, c'est raconté par le Coran. Euh, c'est un peu différent dans certaines cosmologies. Alors on n'utilise pas les mêmes termes, mais c'est des êtres qui s'en rapprochent grandement. Hein. Évidemment, il n'y a pas les mêmes termes parce que ça vient pas des mêmes civilisations, parce que chaque tradition s'adapte à son peuple, à une culture, un langage, etc. Bon, ça, je reparlerai. Mais ce qui est intéressant, c'est que les djinns, euh, en tout cas selon l'islam, sont des êtres déjà faits de feu, hein, et qui ont la capacité, qui ont souvent une affinité avec les reptiles. Hein. Euh, et qui, les djinns aujourd'hui, sont considérés plus ou moins comme des démons, d'accord, dans la tradition chrétienne. Sauf que des démons au sens où ils ne sont pas nécessairement mauvais ni nécessairement bons non plus. Ils sont ou l'un ou l'autre, ça dépend. Hein. Là, je suis pas un spécialiste de la question des djinns, mais ça reste des entités qui sont aujourd'hui subtiles. Hein. En tout cas, c'est décrit comme ça dans l'islam, qu'avant ils étaient beaucoup plus manifestes et qu'aujourd'hui ils sont subtils. Euh, je pense qu'il y a d'autres raisons pour ça, mais peut-être que je reparlerai un jour. Euh, donc, déjà, on voit comme une forme de parodie, hein, de la civilisation moderne et de la théorie de l'évolution par rapport à cette histoire coranique. Hein. On reprend le reptile en fait, sauf qu'on en fait quelque chose d'extrêmement grossier, de tout sauf ésotérique, de matérialiste, et avec une dimension assez dégueulasse en fait, hein, parce que bon, je veux dire, des énormes bêtes qui s'entrebouffent entre elles et tout, qui se déchiquettent, enfin bon, c'est assez dégueulasse quand même. On a connu plus glamour, quoi. Et dernier point, c'est justement par rapport à ce fameux cataclysme. Hein, dans les civilisations traditionnelles, dans les cosmogonies traditionnelles, on a ce qu'on appelle des doctrines de cycle. Hein, comme quoi la Terre, l'être humain et toute la création en fait fonctionne sur un rythme cyclique. Non pas sur un rythme linéaire comme la civilisation moderne voudrait nous le faire croire. Et scientifiquement, je me souviens plus du nom de ce bouquin, j'avais lu des infos là-dessus, où il y a de scientifiques qui se sont penchés et qui finalement ont conclu que les différents, que l'être humain tel qu'on le connaît aujourd'hui, en tout cas, il y avait eu une rupture. Il n'y a pas de continuité avec avant. C'est-à-dire que vraiment, il y a quelque chose de complètement nouveau dans la structure de l'être humain actuel par rapport à avant un cataclysme ou quand c'était Néandertal ou je sais pas qui encore. Okay. Donc il y a cette notion que finalement là déjà il y a vraiment une discontinuité et déjà la théorie de l'évolution est mise à mal scientifiquement par rapport à ça. Donc ensuite, hein, dans cette théorie de l'évolution, il y a l'homme préhistorique. Okay, donc je viens d'en parler un petit peu. Donc il y a cette idée que l'homme est devenu ce qu'il est aujourd'hui qu'au fil d'une évolution très longue, hein, linéaire. Donc on serait parti du singe. Donc ça c'est intéressant déjà, c'est que finalement nous ne serions que des singes. Hein, donc, en plus la symbolique du singe, vous voyez la symbolique du singe un peu grossière, un peu débilos, clownesque. Enfin vous voyez c'est un peu... c'est... bon, voilà. Faut se dire qu'ils ont de l'humour aussi. Hein. Donc plus sérieusement, ça suit toujours cette logique de contre-pied déjà par rapport aux cosmologies traditionnelles où l'homme aurait été créé tel qu'il est maintenant. Okay, mais ce contre-pied il se situe à un autre niveau aussi. C'est que on dit souvent singer quelque chose, ça veut dire
mimer parodiquement quelque chose. D'accord ? Ça retenez-le, c'est important. Euh, donc si l'homme est un singe à l'origine, alors il n'y a aucune raison de voir un caractère sacré à son existence, en fait. C'est juste un animal. Et puis il est juste devenu homme par accident, d'accord, hein, selon les circonstances extérieures, comme pour la théorie de départ de la formation de l'univers, etc. C'est-à-dire que il se passe des trucs, on ne sait pas trop pourquoi. C'est ouais, c'est du bricolage, quoi. C'est du bricolage qui se fait tout seul, en fait. T'as des ingrédients qui se mettent dans une marmite tout seul, ils donnent un truc à la fin. Voilà, c'est complètement hasardeux. Donc, si c'est qu'un singe, l'homme, ben, il n'y a pas besoin de morale, hein, de valeur, de repères, de vie spirituelle, parce que c'est juste un animal pensant, en fait. La pensée, ça vient juste en plus, comme ça va lui permettre de faire des trucs, on ne sait pas trop dans quel but encore, mais voilà, c'est tout ce qu'on sait. Alors, du coup, vu qu'il n'y a pas besoin de morale, de valeur, tout ça, bah, ça permet de justifier toutes sortes d'idéologies, en fait. Prenant la décadence, hein, ça justifie tout ça. Le fait de bouffer tout le temps, d'avoir du sexe n'importe quand, sous n'importe quelle forme, avec n'importe qui, de faire n'importe quoi, en fait. Hein. Donc, et, et pourtant, c'est un énorme paradoxe déjà. Parce que dans la vie animale, dans la vie de la nature en général, il y a un ordre des choses. Les choses ont une logique. Hein. Les animaux suivent leur propre organisation. Alors pas de manière consciente, hein, parce que la conscience c'est quelque chose de réservé à l'homme, mais de manière instinctive, hein, pour les animaux. Mais pourtant, ils sont très proches de leur instinct, puisqu'ils sont gouvernés par ça, mais pourtant il y a une logique dans ce qu'ils font, il y a des patterns qui reviennent, il y a une organisation, il y a un ordre, selon l'espèce, etc. Donc en fait, ça revient, comment dire, l'homme ne suit pas ce que veut la nature en réalité. Hein. Donc ça justifie des idéologies qui ne poussent pas l'homme vers ses instincts, puisque il fait n'importe quoi en fait. C'est le chaos. Il suit sa fantaisie. Or la fantaisie, elle est mentale. Euh, elle est de l'ordre de la pensée, puis après de, de tout un mix de sentiments, d'émotions, etc., d'idéologies qui viennent de l'extérieur, d'un environnement ambiant, etc. Bon, bref. Et, euh, et ce qui fait qu'on a un être humain qui, contrairement à l'animal et à la nature, n'est pas ordonné mais chaotique. C'est un chaos en fait, il n'y a aucune cohérence. C'est-à-dire que même la nature qui est instinctive, euh, qui fonctionne selon son mode propre et n'a pas de libre arbitre, hein, point très important, euh, eh bien, elle a sa logique, elle a son sens, son harmonie en fait. Hein. Euh, donc ce qu'on nous fait croire comme... donc quand on nous dit qu'on est avant tout des animaux pour justifier les pires bassesses, c'est un argument de merde en fait, parce que bah, c'est anti-naturel au contraire. Donc, alors c'est anti-naturel oui et non. C'est anti-naturel dans le sens où ce n'est pas instinctif, parce que si on se reconnectait à notre instinct, je pense qu'on découvrirait beaucoup de choses sur nous-mêmes, mais on va vers... on va pas vers le naturel instinctif, mais on va vers le naturel dans le sens du potentiel inférieur de l'être humain. Le potentiel le plus bas qu'il soit possible d'aller, en fait, hein, de par son libre arbitre. Oui, un truc intéressant, il fallait que je vous parle de ça quand même, l'expérience de Milgram. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Une expérience, on appelle ça le cloaque comportemental, en fait.
C'est une expérience qui a été faite dans les années 50, je crois, si je dis pas de conneries, sur des souris, ok. Donc c'est un Américain qui a voulu reproduire un petit peu euh, voir ce que donnait en fait le confort moderne euh, sur des souris. Donc euh, au départ, hein, il a mis juste un couple, un mâle, une femelle, dans un endroit euh, parfaitement, comment dire, climatisé, chauffé quand il y a besoin, où ils avaient de la nourriture en abondance tout le temps, sans avoir à aller la chercher, sans jamais être en mode survie en fait, hein. Euh, et voilà, une température parfaite, tout le confort moderne par excellence. Ok. Et bien qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que évidemment ils se sont reproduits en masse, hein, ces souris, etc. Elles se sont reproduites en masse. Et alors je sais plus si c'est des souris ou des rats, je crois que c'est plutôt des rats. Et ils se sont reproduits en masse. Et puis donc au départ, hein, au départ de la civilisation des rats, il y a une organisation qui se fait, hein, une organisation assez naturelle au départ, euh, une organisation de hiérarchie, ok, donc il y a le mâle alpha qui se reproduit, les autres, bon bah c'est des sous-fifres, vous voyez, entre guillemets quoi, mais je veux dire, euh, voilà, il y a une organisation que on a connue nous dans des civilisations un peu plus normales en fait, hein. Euh, et je me demande même si c'est pas après qu'ils ont installé le confort, etc. Bref, mais par contre, qu'est-ce qui va se passer, c'est que ben ils vont croître, ils vont croître, ils vont se multiplier, sauf que bah euh, la pièce, elle n'a pas grandi pour autant. Et qu'est-ce qui va se passer, c'est qu'il va commencer à y avoir de la surpopulation. La surpopulation, et qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner qu'au bout d'un moment, il va commencer à y avoir des rébellions contre la hiérarchie. Il va commencer à y avoir du pansexualisme, c'est-à-dire que ils vont avoir une sexualité débridée, ils vont commencer à faire n'importe quoi. Euh, ils, les mâles avec les mâles, les femelles avec les femelles, tiens, c'est intéressant. Et ils vont commencer même à se bouffer entre eux, bouffer leurs propres enfants. Et encore, il y a des stades intermédiaires que j'avais pas décrits avant, parce qu'avant il y avait des exclus aussi, hein, des exclus, etc. Pas dans la belle période justement où tout était hiérarchisé, hein. C'est quand ça commençait à partir en sucette. Et donc il y a ça, donc du cannibalisme et tout ça, ça part complètement en couille. Et au bout d'un moment, la civilisation des rats s'éteint. Plus rien. Ils se sont entretués. Après ce magnifique tableau, hein, revenons donc à la civilisation moderne occidentale. Alors, c'est quand même intéressant de voir que finalement, un environnement parfaitement contrôlé, euh, qui est du coup non instinctif et non naturel, conduit à ce genre de catastrophe. Voilà. Donc, et comme on peut le voir dans la société moderne aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux, de plus en plus déglingués, il y a de plus en plus de problèmes, surtout dans les grandes villes où c'est le plus visible. Des fous, tout part en sucette. Euh, c'est un signe que. Et puis, bon, il suffit pas d'être philosophe pour voir que bon, bah, grandir dans des environnements morts, hein, au milieu d'immeubles, sans nature, sans rien, c'est pas naturel, d'accord? Bon, voilà. Donc, déjà, cette idée, cette justification du singe pour, comment dire, en disant que ça nous pousse à comprendre nos instincts naturels, c'est du mytho, c'est du bullshit en fait. Ça sert juste à justifier la position d'un système et de ses élites
de pouvoir faire les trucs les plus dégueulasses qui soient. Hein. Je vais pas entrer dans les détails là-dessus. Donc cette idée de singe à l'origine de l'homme conduit donc à faire de l'homme non pas un esclave de ses instincts, parce qu'il ne peut pas connaître ses instincts en fait, parce qu'on on l'a complètement éloigné. Et, euh, et l'homme est ainsi fait qu'il ne peut connaître son instinct sans l'usage de la raison. Hein. Parce qu'il a trop de facultés intermédiaires en fait qui l'empêchent de n'être que instinctif et animal. Il ne peut pas être que ça, l'être humain. Hein. Parce qu'il a le mental, il a les sentiments, etc. Et voilà. Donc sa perception de ses instincts sera toujours biaisée par ses facultés mentales. Hein. Ça, c'est un fait. Donc je le disais, il n'est pas esclave de ses instincts, mais esclave de ses pulsions, de ses désirs, de ses peurs. Euh, et ces derniers sont eux-mêmes fournis par l'imagerie ambiante, hein, toute l'imagerie en cohésion avec ce mythe fondateur. Voilà. Donc, bon. De base, j'étais sur l'homme de Cro-Magnon, hein, sur l'homme préhistorique. Mais bon, je vais pas plus m'arrêter que ça sur cette version de l'homme grotesque, hein, un être moitié homme, moitié singe, une sorte de chimère poussant des grognements abominables. Euh, bon, c'est. Mais ce qui est intéressant dans cette vision de l'homme, c'est qu'encore une fois, ça vient appuyer tout ce qu'on a dit avant, c'est qu'elle justifie une culture de la laideur, du morbide et du bestial. Mais le bestial pas au sens naturel et instinctif, au sens noble du terme. Non, bestial au sens pulsion inférieure, au sens freudien du terme. Hein. Hein. Et donc ça justifie de regarder des choses qui relèvent de cette imagerie de l'horreur en fait. De regarder, de s'en nourrir. Hein. Que ce soit à travers les films, la musique, l'actualité. Vous voyez bien, les films et la musique, c'est de pire en pire. Franchement. Alors si vous voyez pas ça, je peux rien faire pour vous. Mais je sais pas moi, entre un film des années 80 et un film ou une série de maintenant, que ce soit dans le jeu d'acteur, la physionomie même des acteurs, qui, on dirait des hologrammes, quoi. Ils sont creux. Euh, le, tout le contexte, il n'y a plus aucune valeur, tout le monde est pourri, il y a des idées de merde. C'est une horreur, hein, vraiment, c'est atroce. Tous les trucs morbides, glauques, etc., qui sont les trucs les plus vus en plus. Donc, bref, voilà, c'est devenu normal en fait de voir couler le sang, de voir se faire éviscérer, de voir les gens souffrir. Euh, et il y a une vraie fascination pour ça. Cette fascination pour le morbide, elle est profondément malsaine. Hein. C'est, on est très très loin de la simple animalité là, hein, de l'homme. Donc bon, une dernière chose que je vais dire là-dessus, et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, c'est que on va revenir sur ce terme de singer, vite fait. Donc singer, c'est parodier. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, l'homme de Cro-Magnon est une parodie de l'homme. L'homme de Cro-Magnon est une parodie du singe. Et l'être humain moderne ne vient pas de l'homme de Cro-Magnon, mais va vers l'homme de Cro-Magnon. On le voit bien, hein, une accélération croissante au fil de ces 50 dernières années, rien que dans l'élocution, dans l'utilisation des mots. Euh, on se dirige de plus en plus vers des onomatopées, en fait. Vers des grognements instinctifs. Hein, et l'abrutissement général, etc. C'est-à-dire que finalement, ce qu'on nous a fait passer pour une
une origine depuis laquelle on aurait progressé, hein, et ben c'est plutôt l'inverse qui est en train de se produire. C'est-à-dire que cette image qu'on a mis au départ, on va tendre vers. Hein. C'est tout le rôle d'un mythe, c'est d'amener les êtres humains à tendre vers vers ce mythe, quoi. Sauf que là, normalement, le but de l'évolution et du progrès, c'est de s'éloigner de ça. Mais au contraire, ça nous y amène. Voilà donc pour la conclusion de cette première partie. Hein. J'espère que ça va pas trop vous déprimer. Mais c'est important, en fait, de prendre conscience de tout ça. Et je vais dérouler beaucoup de choses dans les parties suivantes sur toutes les déclinaisons idéologiques que ça donne, pour vraiment en fait voir vraiment cet arbre et jusqu'où ça amène, parce que j'en ai parlé un petit peu, quel intérêt il peut y avoir hein, à nous suggérer ce genre de mythe, mais j'irai plus loin, je pense, dans les prochaines parties. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.